Salut et bienvenue dans le 12e épisode du podcast Dans la tête de Simone. Alors comme prévu la semaine dernière, enfin non il y a 15 jours, je vais vous parler aujourd'hui plus spécifiquement de Rachel et de la manière dont son histoire s'imbrique avec l'histoire du XXe siècle, donc surtout la Seconde Guerre mondiale et puis le terrorisme. Et ensuite, je vous parlerai rapidement du terrorisme pour juste donner quelques notions d'histoire parce que le terrorisme, je pense que chacun a sa propre idée, mais ça peut être assez intéressant de savoir d'où ça vient exactement et de voir que le terrorisme moderne n'est pas forcément la forme de terrorisme qui était consacrée auparavant. Donc voilà le petit programme du podcast, de cet épisode-là. J'espère que ça vous plaira, j'espère que cette nouvelle forme vous séduit, que ça vous permet d'apprendre des choses ou de raviver certains souvenirs d'école. Euh, et voilà, donc évidemment je ferai le lien, pourquoi Rachel, pourquoi Omaro, pourquoi j'ai pris ce genre de sujet, etc. Voilà, on va évidemment rester sur un podcast littéraire avant tout et juste expliquer ces notions-là avec les explications historiques. Alors, Rachel. Donc, Rachel, c'est la troisième personnage principal de Omaro. Elle est complètement moderne puisque elle a vécu toute sa vie dans notre époque. Hein. C'est pas comme Jeanne d'Arc et Saladin, elle vient pas d'une autre époque, ou de notre pays, ou d'une autre planète. Ça aurait pu être marrant, mais on va mettre qu'un seul terme de science-fiction et pas 40. Donc Rachel est née dans les années 90, enfin elle est née en 90 et elle est née dans une famille complètement banale mais très aisée, avec une mère juive, un père catholique et elle va être élevée dans la religion juive. Elle va être élevée à Londres et en même temps aussi au Kenya puisque son père est kényan. Donc elle va au début en tout cas voyager entre les deux pays. Et elle va se rendre compte petit à petit que en fait l'histoire de sa famille est liée à l'histoire du monde parce que son grand-père qu'elle adore va lui raconter ses souffrances dans les camps de concentration nazis et ses parents seront tués dans un attentat en 98 dans l'attentat des ambassades américaines de Nairobi et de Tanzanie. Donc elle va devoir grandir avec évidemment la conviction que l'homme fait du mal aux autres et qu'on ne vit pas dans un pays, dans un monde de bisounours et elle va essayer du coup de comprendre, elle va évidemment devoir vivre avec. Donc rapidement évidemment je pense que ce n'est pas tellement la peine mais ça peut permettre aussi de comprendre Rachel. Donc rapidement, la Seconde Guerre mondiale, évidemment, c'est la guerre qui s'écoule de 1939 à 1945, qui oppose l'Allemagne et ses alliés à l'Angleterre, la France et les États-Unis. En gros, il y a évidemment d'autres alliés. Elle s'inscrit dans la continuité de la Grande Guerre de 14-18 et puis de la crise financière de 1929. Alors c'est la guerre la plus meurtrière, puisqu'elle fait 50 millions de morts, mais surtout elle est connue parce qu'elle a mis en œuvre, à partir de 1941, un programme d'extermination systématique des Juifs d'Europe. C'est donc le programme d'Adolf Hitler, qui estime effectivement que les Juifs sont un danger pour la société et que donc il faut les exterminer. Donc évidemment une idéologie, et il utilise sa puissance pour pour l'implanter partout dans ces territoires. Donc cette extermination, soit les juifs sont exécutés sur place quand ils sont capturés, soit effectivement ils sont déportés dans des camps. Alors on a d'abord des camps de déportation où les gens sont gardés, et ensuite on a les camps de concentration et d'extermination
Donc c'est vraiment deux choses différentes parce qu'il y a voilà, le camp de concentration, la finalité c'est effectivement de les amener en camp d'extermination, mais c'est quelque chose qui a été employé par les Anglais contre les Indiens, c'est le principe des réserves américaines des Indiens, donc des Amérindiens pour le coup. Voilà, on parque la population qui est comment dire, je déteste employer ce genre de terme, mais qui est considérée comme inférieure ou comme nuisible. Par contre, le camp d'extermination, là, c'est autre chose, puisqu'évidemment, la seule issue, c'est évidemment la mort. Donc, dans ces camps, on fait d'abord travailler de force les valides, et puis on extermine ensuite quand les hommes ne sont plus capables d'être utiles. C'est proprement horrible ce que je suis en train de dire, mais enfin, c'est la réalité des choses. Si ça vous choque, c'est tant mieux, ça veut dire que vous êtes quand même un minimum normal. Donc, évidemment, ce sont des exécutions donc, dans les chambres à gaz, les fameuses, et puis ensuite on brûle dans les fours crématoires, donc c'est relativement... Enfin voilà, c'est des conditions inhumaines de vie, et puis de mort, voilà, il n'y a aucune dignité dans ce genre de camp. Et donc en 4 ans, on compte 6 millions de morts dans ces camps-là. Donc c'est le plus terrible génocide du XXe siècle. Et c'est tellement impensable et tellement horrible que ce génocide-là va mettre du temps, en fait, à se frayer un chemin dans l'opinion publique. C'est-à-dire que à la fin de la Seconde Guerre, on a eu des rumeurs de camps, on a eu des rumeurs d'extermination, les juifs le ressentent un petit peu, les écrivains juifs, que ce soit, voilà, on comprend, les journalistes aussi, les gouvernements le savent aussi, mais ils ne se rendent pas tout à fait compte de l'horreur. Et quand on libère les gens, alors la plupart des gens sont libérés par les soviétiques, hein, puisque les camps d'extermination sont essentiellement situés en Pologne, et donc c'est les soviétiques qui vont libérer les juifs. Et évidemment, quand les premiers témoignages vont paraître, donc très rapidement, hein, Primo Levi c'est 47, mais en fait on va être... voilà, l'opinion va être tellement choquée qu'elle va se dire c'est pas possible, l'homme ne peut pas faire ce genre de choses. Et donc ça va mettre énormément de temps à être pas admis, parce qu'on ne remet pas en question ce qu'ils disent, mais en fait on essaie de... On veut pas le savoir, voilà. Il y a une espèce de non, c'est de négationnisme parce que c'est tellement horrible, enfin voilà, c'est pas pensable. Et donc c'est seulement dans les années 70, alors avec évidemment l'appui d'Israël qui va tout faire pour que ça soit reconnu, etc., que vraiment on va reconnaître la Shoah et qu'elle va prendre corps et qu'elle sera ensuite relayée dans les médias traditionnels, donc la télé, les films, le cinéma, les livres. Et là on va admettre et évidemment en parler et voilà. Alors évidemment il faut pas, je pense, juger nos aïeux parce que c'était pas une volonté forcément de nuire ou quoi que ce soit, mais je pense tout simplement que face à ce genre d'horreur, on ne sait pas comment on réagit. Et donc il faut garder une certaine humilité parce que je ne sais pas ce que diront nos enfants quand ils étudieront certains passages de notre vie et comment ils pourront admettre certaines choses qu'on a fait et qui pour l'instant ne nous choquent pas plus. La manière dont on a géré le génocide rwandais par exemple en 94, la guerre en Yougoslavie dans les années 90 aussi, ou même le dérèglement climatique. Je pense qu'il faut, voilà, faut garder une certaine humilité et se dire que bon, c'était pas forcément une volonté quelconque de nuire ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, ce contexte-là de la guerre, c'est dans ce contexte-là que Rachel va grandir. Et évidemment, elle va, son grand-père va lui raconter ces horreurs-là pour que sa petite fille prenne conscience de la nécessité à la fois d'être forte et de se battre pour sa liberté de foi, et puis prendre conscience que l'homme n'est pas forcément un être super gentil et super adorable et voilà. Et donc effectivement, elle grandit donc dans cette ambiance-là. Donc même si effectivement
ils sont aisés et ils n'ont pas de soucis financiers, il y a quand même cette notion-là de précarité de la condition humaine. Et puis évidemment en 98, donc tout bascule pour Rachel, puisque ses parents donc, sont assassinés. Et donc elle comprend que les hommes ne termineront jamais de se faire du mal et que ça peut être au nom de tout et de n'importe quoi. Alors je vais du coup parler un petit peu des attentats de 98 parce que je pense que tout le monde ne les connaît pas forcément, en tout cas on les connaît moins que je pense que les attentats de 2001, pourtant. Ils ont fait quand même pas mal, ils ont fait des centaines de milliers de blessés et puis des centaines de morts. Donc ce sont deux séries d'attentats qui visent les ambassades américaines de Nairobi au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie. Donc ce sont des attentats suicides qui sont perpétrés par des membres d'Al-Qaïda. Et donc c'est à partir de là que Oussama Ben Laden va devenir l'un des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI et la CIA. Et donc les parents de Rachel, comme ils sont évidemment des dirigeants de sociétés importantes, en fait, eux ne sont pas dans les ambassades américaines, mais les attentats ont fait des dégâts matériels sur des pâtés de maison énormes. Et donc, ils étaient dans un immeuble adjacent et ils se feront tuer par les explosions. Et donc, évidemment, Rachel a 8 ans à cette époque-là. Elle retourne vivre à Londres, mais elle n'oublie pas. Elle ne peut pas oublier. Et elle surveille la traque des responsables, puisqu'évidemment, ce sont des attentats suicides, mais il y a des chefs qui ont organisé tout ça. Et donc, du haut de ses 8 ans, elle va comprendre qu'il faut à la fois les traquer et qu'il faut qu'elle venge ses parents. Donc, elle se met à surveiller un peu la traque. Alors, pour la petite histoire, les responsables, le premier est capturé en 2004. 2 autres sont tués en 2009 par une frappe américaine au Pakistan. Un troisième est tué en 2011 à Mogadiscio. Un quatrième en 2013 en Libye par les commandos américains. Mais il y a encore au moins 2 autres auteurs qui n'ont pas été arrêtés et qui courent toujours. Donc ce sont des attentats dont les responsables n'ont pas encore été punis. Et c'est cette particularité-là qui a fait que j'ai choisi cet attentat-là comme point de départ pour Rachel, parce que c'est cette traque qui fait qu'elle va se rendre compte qu'elle doit apprendre la stratégie militaire, qu'elle doit apprendre les armes, mais aussi c'est là qu'elle va comprendre que les gouvernements sont liés, alors par des lois, par des traités, par l'opinion publique, et qu'une organisation indépendante qui est financée par son argent ne le sera pas. Et donc c'est à ce moment-là, et parce que ses parents sont morts dans ce type d'internat-là, qu'elle décide de fonder Omaro. Parce qu'elle se dit qu'une organisation complètement indépendante, dont l'opinion publique n'a aucune connaissance et donc ne peut pas juger, ni les raisons de faire, ni la manière de faire, c'est là qu'elle sera la plus forte. Voilà, parce qu'elle va pouvoir se permettre des choses que les gouvernements ne peuvent pas se permettre. Donc voilà pour la naissance d'Omaro, et donc c'était important d'avoir ce genre de personnage-là comme base pour Omaro, parce qu'elle est éprouvée évidemment dans sa foi par son grand-père. Elle a vu que les dissidences religieuses pouvaient amener les humains à faire des choses innommables, mais aussi par tout simplement un accident. Ses parents ne sont pas visés par les attentats, mais ils meurent à cause de ça. Et donc c'est là qu'elle a le déclic. Elle se dit c'est pas possible, je ne peux pas laisser faire ça. Donc c'est vraiment un personnage qui est, je pense, auquel on peut s'identifier. Alors qu'on soit homme ou femme, c'est une femme, mais je pense qu'un homme peut s'identifier largement à ce genre de sentiments. Parce qu'effectivement, il y a eu à la fois une injustice, et à la fois, elle a vécu dans un environnement où sa foi a été ébranlée. Et donc, tout ça va la conduire à créer un endroit où non seulement on peut vivre sa religion comme on veut, comme on le souhaite, et sans entrave, ça c'est son rêve, et à la fois on répare les injustices et on empêche que d'autres personnes puissent vivre ce qu'elle a vécu. Donc c'est un peu une Batman, mais la dimension religieuse en plus. Le Batman, c'est pour le clin d'œil parce que je suis une grande fan du Chevalier Noir. Donc c'est un petit clin d'œil. Si vous voulez, je vous ferai un petit topo sur Batman un peu plus tard dans le podcast.
Donc voilà pour Rachel un petit peu, c'est son histoire à elle et la manière dont l'histoire du monde l'a formatée. Et je pense que c'est finalement le cas de beaucoup de personnes. On a vécu dans ce genre de climat. Nos parents ont vécu avec la guerre froide, nous on vit avec ça. Et les conséquences en fait des deux guerres mondiales et puis de la guerre froide et là le terrorisme. Donc on vit dans un monde un peu différent. Nos enfants vivront je pense plus avec le terrorisme qu'avec les conséquences des guerres mondiales, mais enfin je ne peux pas le jurer non plus. Je ne sais pas, il faudrait que je demande à mon fils dans 30 ans comment il se sent comme citoyen du monde. Ce serait intéressant. Ou vous pouvez le faire si vous avez des enfants déjà un peu plus grands. Voilà. Donc ça c'était pour Rachel et donc je vais vous parler du terrorisme. Donc rapidement c'était juste histoire de faire un peu un point sur la notion parce que alors j'ai toujours entendu beaucoup de choses. Donc comme j'ai fait des recherches sur la piraterie, le terrorisme a toujours été en fait un des deux crimes internationaux qui font couler le plus d'encre. La piraterie parce que ça fait rêver, parce que Johnny Depp, parce que Errol Flynn, tout ça. Et le terrorisme parce qu'évidemment c'est prenant, ça nous a tous choqués. Je pense que quand on dit terrorisme, on pense aux attentats de 2001 et puis aux attentats en France de 2015. Mais je pense que voilà, on a tous une idée précise du terrorisme, mais je pense que c'est intéressant de voir que c'est un terme complexe et que il n'est pas contemporain en fait. Le terrorisme n'est pas une invention du XXIe siècle, absolument pas. J'ai envie de dire heureusement, ça prouve qu'on n'est pas plus méchant maintenant qu'avant. Alors je sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas c'est entre guillemets rassurant. Quoi qu'il en soit, donc le terrorisme est un terme complexe et ce qui est le plus intéressant je pense, c'est de s'apercevoir qu'il n'y a aucune définition de cette notion. C'est-à-dire qu'en droit, alors en droit national, vous trouvez une définition du terrorisme. Mais en droit international, chaque pays ayant sa définition, on n'a pas de définition du terrorisme. On a une définition de la piraterie, on a une définition du génocide, on a une définition je sais pas, de n'importe quoi, du vol, voilà. Mais on n'a pas de définition du terrorisme. Et c'est logique parce que le terrorisme a toujours plus ou moins fait partie des hommes. Et il recouvre des tas de notions différentes. Et par exemple, il peut même être légitime dans certains cas, puisqu'il vise parfois à résister à l'oppression étrangère ou au tyrannicide. Alors, pour l'oppression étrangère, c'est le cas par exemple des Zélotes, qui vont se dresser contre les Romains en Palestine. Donc ça, c'est le 1er siècle avant notre ère, donc vous voyez, c'est très vieux. Il y a aussi les Macédoniens qui vont se dresser contre les Ottomans, la guérilla des Espagnols contre les armées napoléoniennes, les Palestiniens contre Israël, et je suis allée dans l'histoire, mais entre-temps, il y en a énormément. Le tyrannicide, c'est évidemment à partir du moment où on va admettre que les peuples peuvent tuer leurs dirigeants violents et tyrans, d'un côté, c'est aussi une forme de terrorisme. Et on peut même dire que le terrorisme est parfois l'arme du faible contre le fort. Par exemple, les Mongols de Genghis Khan qui sèment le chaos dans toute l'Asie et qui vont même jusqu'à faire le sac de Rome, sont des peuples, sont un peuple plutôt faible, hein, si on compare en termes militaires, mais qui vont essayer de se rebeller parce qu'ils ont été chassés de leur steppe. Alors, voilà, on a toute une espèce de choses qu'on va qualifier de terroristes, mais qui finalement peuvent être relativement légitimes. Alors par contre, l'origine moderne, c'est-à-dire que ce terrorisme un petit peu connoté négativement, c'est sans doute la Révolution française. C'est un truc dont on aurait pu se passer d'inventer, mais bon, voilà. Parce que entre 1793 et 1794, on a ce qu'on appelle le régime de la terreur. Donc ça, voilà, notion de lycée, bonjour. Enfin de lycée, même collège. Et dans cette période-là, on invente ce qu'on appelle la terreur d'État, puisque le projet politique, en fait il n'y en a pas d'autre, c'est de contrer les oppositions
avec une législation très agressive et un permis de tuer très large. Et donc le mot terroriste va apparaître pour la première fois pour qualifier des députés. Donc la République devient terroriste. Donc ce terme-là de terroriste, on le voit vraiment forgé à partir de là. C'est un terme qui est employé tel quel à partir donc, de la Révolution. Donc on peut effectivement affirmer que ce terme a été forgé en France, même s'il y a avant la Révolution déjà des notions de terrorisme qui apparaissent. On sème la terreur, etc. Machin. Mais voilà, vraiment l'emploi, la première occurrence du mot terroriste, c'est 1789. Enfin 1793 du coup. Et les connotations négatives de ce régime-là vont arriver dès 1798. Donc c'est à partir de là que le terrorisme prend une connotation négative. Auparavant, c'est une rébellion, une révolution, c'est voilà, on sème la terreur, mais enfin bon, voilà, c'est des meurtres, des pillages, on sème la terreur, les Vikings sèment la terreur, enfin ce ne sont pas des terroristes. Et pourtant, on pourrait, d'un certain côté, les qualifier de terroristes. On ne le fait pas, c'est effectivement à partir du 19e siècle qu'on va commencer à qualifier ce genre d'actes par des actes terroristes. Et du coup, au 19e siècle, on va réemployer le terme, mais non pas comme un terrorisme d'État, mais à l'inverse, c'est-à-dire le terrorisme contre l'État. Et là, on va venir sur une définition qui pourrait coller plus à celle qu'on connaît, en tout cas que nous, on comprend mieux. Donc on a du coup une multiplication des actes terroristes, que ce soit en Russie, aux États-Unis, avec l'attentat contre Lincoln, en Autriche ou en Italie. Là, ce sont ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sont les tyrannicides. Et puis au XXe, ça va être surtout des attaques aveugles des peuples pour faire avancer leur idéologie. Par exemple les anarchistes. Il y a aussi une autre forme de terrorisme avec les nationalismes, dans d'autres lieux, les Balkans, la Palestine, l'Irlande. Et puis, on commence à avoir un terme terroriste qui est aussi révolutionnaire dans le cadre de la guerre froide contre les États soviétiques, avec les Brigades Rouges, Che Guevara, toutes ces bataillons qui se forment pour la liberté, contre l'oppression, etc., sont aussi qualifiés de terroristes. Voilà, donc connotation négative, alors, ou positive, hein. Che Guevara a une connotation positive, mais bon, c'est quand même un homme qui a tué des centaines de gens. Donc voilà, suivant effectivement les courants politiques, etc., le terrorisme va prendre plus ou moins une connotation négative. Donc c'est très difficile de cerner ce qu'est vraiment le terrorisme. Le droit international ne sait pas ce qu'on en fait. La seule chose qu'on peut vraiment dire, c'est que le terrorisme, c'est la violence de l'autre. C'est jamais, depuis en tout cas la Révolution, c'est devenu la violence de l'autre. C'est un moyen, quand on dit qu'une personne est terroriste, c'est un moyen aussi de décrédibiliser sa violence. C'est-à-dire qu'il est violent, mais sa violence n'est pas légitime puisqu'il est terroriste. Un terroriste, en tout cas dans notre époque, le terroriste est forcément illégitime. Donc c'est un moyen aussi, quand on emploie ce terme, de dire que la personne a tort en face. Voilà, donc ça permet du coup de justifier l'action de ceux qui répondent à sa violence. Voilà, puisque c'est contre les terroristes, c'est forcément, c'est forcément normal et tout à fait logique. Donc il y a par contre là un vrai danger, et c'est pour ça que la définition devrait être beaucoup plus importante que ça, parce que tant qu'on ne sait pas ce qu'est vraiment le terrorisme, on peut en dire ce qu'on veut, et du coup, ça peut amener des dérives quasi catastrophiques. Et puis surtout, chaque État peut faire ce qu'il veut. Et ça, en termes aussi de droits de l'homme, c'est un peu compliqué. Alors je sais, là, j'ai l'impression de défendre les terroristes. Non, je suis juste en mode, on va essayer de se calmer, d'amener une définition pour tout le monde, pour avancer et surtout protéger. Si vous, demain, je ne sais pas, vous protégez votre enfant contre un voleur, mais que le voleur vous traite de terroriste, ça vous fera pas plaisir. Et vous direz, non, voilà. Donc il faut, je pense, qu'on ait des définitions claires sur tous les termes, pour pouvoir ensuite légitimer ou non la réponse qu'on apporte.
Donc évidemment, à présent, le terrorisme, même avec toutes les formes qu'il a pris au fil des siècles, à l'heure actuelle, le terrorisme est un terrorisme qui est lié au Moyen-Orient, c'est-à-dire un terrorisme religieux. Alors ce qui est assez marrant, c'est parce que donc, le terrorisme au Moyen-Orient commence avec les Palestiniens contre Israël, mais c'est d'abord un combat laïque. Et puis il est repris en Iran par la révolution islamique. Et une fois que la révolution va être au pouvoir, l'Iran va être attaqué par l'Irak, et l'Iran va prendre des mesures très coercitives sur son propre peuple, et donc va instaurer la fameuse terreur d'État, que les Français connaissent bien. Je faisais une allusion à la Révolution française, hein, pas à autre chose. Et donc cette terreur d'État va être nommée terrorisme, et puis quand l'Irak cesse ses attaques contre l'Iran, la terreur d'État va s'arrêter. Mais la révolution religieuse va, elle, résonner et s'emparer de cette idée de terrorisme, et c'est notamment la jeunesse qui va s'en emparer. Et elle va grandir avec l'idée, effectivement, que l'Occident, c'est moderne, ok, mais c'est pas top, c'est pas génial. Et une partie de la jeunesse va du coup se réfugier dans le salafisme, qui est une branche archaïque de l'islam. Et la guerre entre les soviétiques et les américains qui est menée en Afghanistan va cristalliser un peu tout ça. Et c'est à partir de là que les attentats terroristes tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que vous demandez à n'importe qui c'est quoi un attentat terroriste, il va vous dire c'est quelqu'un qui se fait exploser, ou qui fait exploser des objets, ou des bâtiments, c'est à partir de là que ça va arriver. Évidemment, le 11 septembre 2001 va marquer un tournant historique, puisque pour la première fois, on va comprendre que les terroristes n'hésitent pas à se suicider. Jusqu'à présent, ils se suicidaient, mais c'était pas forcément un but. Là, avec le 11 septembre, on va comprendre que c'est la recherche du martyr et la recherche du sacrifice qui rend les terroristes vraiment dangereux. Et depuis, malheureusement, les attentats suicides deviennent routiniers, que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe et en Afrique. Et donc, c'est ça qui fait que le terrorisme devient un enjeu international. C'est pour ça que j'ai voulu écrire au Marot, parce que ça me semble être le mal de notre période. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, nos parents ont grandi avec la guerre froide, avec la menace nucléaire, nous on grandit avec ça. Moi j'ai 30 ans, donc j'ai grandi avec un peu la menace nucléaire, mais très peu. Je suis née en 90, donc le bloc de l'Est venait de s'effondrer. Et effectivement, j'avais 11 ans en 2001, et forcément, voilà, c'est des choses qui peuvent que choquer, et depuis on vit avec ça. Donc je pense que c'est effectivement, on est dans la période, on est dans la période Covid, ok, mais on est surtout dans la période du terrorisme. Alors ça va s'arrêter, est-ce que ça s'arrêtera toujours? Donc les périodes ne durent pas. Heureusement, j'ai envie de dire, après je sais pas ce qu'il y aura après, donc on peut pas le dire. Est-ce que ça sera mieux ou moins bien, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est je pense quelque chose avec lequel on a grandi, ma génération. Et du coup, c'était important pour moi d'écrire cette série, parce qu'elle me permettait de rêver au fait qu'il y a une solution. Même si, pour ceux qui ont lu la série en entier, ou qui en sont au 2e tome, on comprend bien que c'est un combat qui de toute façon ne cessera pas, tant que les terroristes existeront. Mais ça donne en tout cas une lueur d'espoir, et surtout de voir que, et ça on peut le voir par contre partout, de voir que mine de rien, les attentats et le terrorisme, ça nous rapproche dans nos différences, dans nos religions, et que comme personne n'est épargné, aucun pays du monde n'est épargné, aucune religion n'est épargnée par ce genre de terrorisme, par ce genre d'agressivité. On a quand même un point commun extraordinaire, et je pense que ça peut éventuellement déboucher sur une entraide plus profonde entre les pays. Après voilà, c'est ma partie un petit peu peut-être optimiste qui parle, mais au Marot c'était ça. Au Marot c'était essayer de mettre un peu d'optimisme et de bienveillance dans ce marasme un petit peu ambiant,
Alors évidemment, nous on est en France, hein, donc on ne le vit pas au quotidien. Mais voilà, je pense que dans certains pays, c'est un peu quotidien et nous, bon, on est occidentaux, on a tendance à un petit peu à oublier ou en tout cas à se focaliser sur d'autres choses, en fait, tout simplement. Euh, et du coup, effectivement, voilà, ça permet aussi de... Voilà, au Maroc, je voulais que ça, ça nous dise, bon, il y a quand même aussi des gens qui... Parce que même si au Maroc n'existe pas, enfin, après tout, qu'est-ce que j'en sais? Peut-être qu'il y a une organisation comme ça qui existe, je n'en sais rien, puisque c'est secret. Mais en tout cas, au Maroc, je les consuls n'existent probablement pas. Mais il y a des gens qui se battent, et donc c'est ça que je voulais mettre en avant. Voilà, donc j'espère que ça vous a un petit peu éclairé là-dessus. C'était de l'histoire contemporaine pour le coup, même si j'ai essayé de mettre un peu d'histoire ancienne, parce que je suis quand même plus histoire ancienne que histoire contemporaine. Mais voilà, j'espère que ça vous a appris des choses, ou en tout cas que ça vous fait peut-être réfléchir. Si c'est pas le cas, ben, je suis désolée, mais du coup je pense que vous ne m'écoutez plus, hein, vous avez coupé le podcast un petit peu avant. Vous avez bien fait, si ça vous ennuyait, vous avez bien fait. Vous en foutez, vous écoutez plus. Donc voilà, en tout cas merci à tous ceux qui sont allés jusqu'au bout. Et donc je vous dis à la fois prochaine. Si je me trompe pas, on sera en octobre, et donc en octobre, ça sera consacré aux défendeurs, puisque je sortirai le livre de Paul, donc la nouvelle numéro 3, et l'e-book du livre de Chris numéro 3. Je sors les e-books toujours un petit peu après les versions papier. Donc du coup, je vais profiter de ces deux sorties-là pour vous parler de l'histoire dans les défendeurs. Vous pourrez commencer à gamberger si vous avez lu les Défendeurs, parce que je pense que beaucoup se disent mais il n'y a pas d'histoire dans les Défendeurs, qu'est-ce qu'elle me raconte? Étant donné que les protagonistes ont tous plus de 150 ans, s'il y a un peu d'histoire quand même. Donc voilà, et je vous fais des gros bisous, à bientôt, dans 15 jours, et d'ici là, prenez soin de vous.